En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. 2025, année électrique. Alors si les automobilistes ne se posent pas forcément encore la question de passer à la voiture électrique, eh bien les constructeurs, eux, se creusent les méninges. Comment faire grimper leurs ventes pour atteindre les 20% de voitures électriques dans le mix, 20% qui seront nécessaires pour respecter les normes de CO2 européennes qui vont être durcies cette année. Avec la baisse des aides à la demande, c'est l'offre qui va devoir faire la différence cette année. Quels nouveaux modèles vont marquer 2025 ? Eh bien on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Et pour ce, j'accueille en plateau Justine Vassogne. Bonjour Justine. Bonjour Pauline. Journaliste automobile BFM Business. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de t'accueillir. Et sur ce plateau également Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Journaliste auto également BFM Business. Bonjour Julien, merci d'être avec nous. Alors en un mot, je vous pose à chacun la question. 2025, ça va être un tournant pour vous sur la voiture électrique, Justine ? Oui, franchement, sans aucun doute, ça va être une année charnière pour l'électrique. Tous les acteurs du secteur, plus ou moins, le disent parce qu'en 2025, on attend beaucoup de nouveaux modèles électriques, notamment des modèles abordables en dessous de 25 000 euros. Je pense qu'on va en reparler. Ouais. Julien ? Oui, pour moi aussi, c'est l'année de la confirmation ou non de cette transition accélérée vers l'électrique. En fait, il y a beaucoup d'attentes et surtout, je pense, sur des modèles qui sont sortis l'an dernier mais qui n'avaient pas encore les versions forcément les plus abordables, avec des batteries, on va dire, moins importantes. Et je pense bien sûr à la Renault 5 et à la Citroën IC3 dont on va parler dans cette émission. Bien sûr, on va commencer tout de suite avec un best-seller de la voiture électrique. C'est le modèle Y, c'est le SUV Tesla. C'était la voiture la plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue en 2023. C'était un petit peu plus dur en 2024. Et du coup, Tesla a décidé de restyler le véhicule en ce début d'année. La commercialisation débute tout juste. Julien, tu as eu la chance de voir ce véhicule il y a quelques jours. Alors, ce modèle Y, ce nouveau modèle Y, comme il s'appelle officiellement, est-ce que ça va être un game changer ? Oui, je pense, parce que c'était un changement qui était très attendu. Tu l'as rappelé, un véhicule quand même qui est devenu la voiture la plus vendue dans le monde. Toute motorisation, on le rappelle, une première pour une voiture 100% électrique. Et pour moi, c'est un peu un manifeste, une démonstration que la voiture électrique, elle est bien faite en fait pour notre monde actuel, contrairement à ce que certains peuvent dire. Alors c'est pas pour faire la pub spécifiquement du Tesla Model Y, parce que depuis, il a eu pas mal de concurrents, on va dire, qui proposent quelque chose d'à peu près équivalent. Mais on peut dire qu'en 100% électrique, on peut avoir une voiture familiale avec de l'espace, une autonomie, des temps de charge qui sont corrects et a priori des prix qui correspondaient quand même aux attentes du moment. Il a un positionnement qui est peut-être encore avec des prix relativement élevés, mais ça a fonctionné au niveau mondial. 3,5 millions d'unités produites depuis les débuts de 2020. Et ce modèle, je pense que là, il y a un changement de design important. Oui, on va revenir. Et si tu peux nous donner en quelques mots les 3-4 grands changements qu'on va retrouver sur ce véhicule ? Bien sûr, je pense qu'on est tous conscients déjà du succès du modèle, parce qu'on le voit partout, si on circule dans la rue, a priori, on en croise beaucoup. Et le revers de la médaille, en général, de ce succès, c'est qu'on se lasse pas mal d'un design. Et là, il change quand même beaucoup de choses au niveau design. Une nouvelle face avant, avec ce long bandeau lumineux qui fait très moderne. Le petit détail qui, moi, m'a marqué, c'est quand même l'absence du logo Tesla à l'avant. On sent que la marque, en fait, elle prend tellement de notoriété que finalement, cette face avant comme ça, cette silhouette du modèle Y qu'on a tous en tête, il n'y a même plus besoin de mettre le logo. On sait que c'est une Tesla. Et à l'arrière, par contre, le logo Tesla en toutes lettres, éclairé par un bandeau réfléchissant rouge. Voilà, ça peut faire débat. Il y en a qui trouvent ça joli, il y en a qui trouvent ça très moche, comme toujours dans le design automobile. Et à l'intérieur, un rafraîchissement qui était attendu aussi, avec, on va dire, des matériaux plus haut de gamme, le petit écran à l'arrière qu'on avait découvert sur la Model 3. Donc pour moi, il y a quand même à peu près toutes les recettes pour que ça fasse retourner, on va dire, la machine à volume, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement le modèle Y qui porte les volumes de Tesla. Et après, à voir si le public est au rendez-vous. En Chine, les premiers retours sont assez positifs. Il y a eu 50 000 commandes en 24 heures, c'est quand même assez énorme, surtout sur un marché où c'est aussi concurrentiel. Et on voit que comment Tesla garde quand même une certaine cote dans ce pays qui est quand même le premier pays de consommation du véhicule électrique dans le monde. Justine, je te voyais regarder les photos que nous découvrons. Je parle pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio. On a un grand écran avec ce modèle Y qui défile, avec le grand bandeau lumineux. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'était un restylage qui était nécessaire aujourd'hui pour ce véhicule ? Absolument nécessaire, parce que 2024, ça n'a pas été terrible pour Tesla quand même, faut le dire. C'est une date à cocher dans l'histoire de la marque, parce que pour la première fois en 10 ans, Tesla a vu ses ventes annuelles décliner, a vendu moins de voitures en 2024 qu'en 2023, 19 000 de moins. C'est pas énorme, mais c'est vraiment très symbolique. Tesla reste leader de l'électrique, mais ça se joue à un cheveu, parce que dans le rétroviseur,
qui arrivent. Les marques chinoises. Évidemment, et BYD, qui arrive vraiment à toute vitesse. Le constructeur a vendu seulement 24 000 voitures de moins que Tesla, 24 000 voitures électriques de moins que Tesla, parce que sur les hybrides, on n'en parle même pas. Et la dynamique, elle est du côté du chinois, qui voit ses ventes progresser de 12%. Donc attention pour Tesla, un petit clin d'œil. En France, sur les 2 derniers mois de 2024, novembre-décembre, il s'est vendu plus de Renault 5 que de Tesla Model Y. Et Justine, tu me fais la transition parfaite, puisque du coup, on va s'intéresser aux nouveautés françaises. Après avoir parlé de Tesla, on va voir chez Renault, chez Peugeot, chez Citroën, ce qu'on peut nous proposer. Justine, du coup, Renault 5, on l'a déjà découverte, elle est déjà en vente, du coup, en 2024. Qu'est-ce qui va arriver de nouveau en 2025 ? Alors, en 2025, en effet, chez Renault, on aura pas mal de choses. On va avoir la R4, qu'on a pu découvrir pour la première fois au Salon de l'Auto à Paris. C'était au mois d'octobre. On va aussi avoir la Renault Mégane E-Tech restylée. C'est le tête de pont de la Renault Lution qui est sorti en 2022 et qui va s'offrir un petit rafraîchissement. Oui, on l'attend particulièrement parce que finalement, la Mégane, comme tu dis, ça a marqué vraiment les débuts de la nouvelle ère un peu chez Renault. C'était le renouveau électrique, chez Renault. Complètement, avec l'introduction de l'interface Google, par exemple, qui a quand même marqué ces dernières années sur le plan de l'interface numérique. Donc je pense que ce recyclage, il est très attendu parce que ça reste quand même un véhicule qui est bien adapté au public français, a fortiori européen, mais qui a quand même peut-être manqué le coche au moment où il est sorti, avec des prix encore un peu élevés, etc. Il y a eu beaucoup de mal à se vendre, quand même. Oui, voilà. Mais je pense que l'aura de la R5 peut rendre peut-être la Mégane plus intéressante parce qu'elle est quand même, pour moi, un peu plus polyvalente que la R5. On a un gros coup de cœur, je pense tous, pour cette voiture de l'année. Voilà, voiture de l'année. Elle rafle tous les prix. Voilà, exactement. Donc non, je suis quand même confiant sur ce deuxième vie, on peut dire, de la Mégane E-Tech. Et puis un petit mot sur Alpine qui est en train de devenir vraiment une marque électrique après la 290, la version Alpine de la R5. On va avoir un modèle plus gros, plus familial. Oui, d'ailleurs, l'Alpine A290, on peut le signaler, qui a été élue aussi voiture de l'année parce que c'était une double candidature, ce qui est pour moi d'ailleurs assez inédit, R5 et Alpine A290. Et c'est vrai que dans la foulée, on attend beaucoup l'Alpine A390, le premier SUV. 100% électrique encore. Donc le concept avait été dévoilé au Mondial de l'Auto et il était très proche dans le design, en tout cas extérieur, de la version finale, alors qu'il est quand même très très moderne. Donc à voir ce que ça donnera. Ça sera, je pense, aussi une des grosses nouveautés attendues. A priori, on le découvrira plutôt fin d'année pour une commercialisation l'année prochaine. Alors dans les marques françaises, il y a aussi Citroën qui est en train d'essayer de faire sa révolution, de retrouver des volumes de vente, et notamment avec la IC3, j'ai envie de dire enfin Julien, parce que la IC3, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on en parle et qu'on n'en voit pas beaucoup. Complètement, on avait fait les essais presse de mémoire fin mai ou juin 2024. C'était à l'époque des pré-séries et on sentait justement la volonté de Citroën de précipiter un peu ce lancement. Bon, ce qui nous faisait peur, c'est que sur ces pré-séries, il y avait quand même beaucoup de bugs. Et que malheureusement, à partir de septembre, octobre, a priori, ces bugs se sont retrouvés sur les versions commercialisées. C'est quand même un peu problématique. Et bon, depuis, il y a eu un certain rattrapage, on va dire, avec des allers-retours à l'usine. Et a priori, il y a du mieux. Bon, malheureusement, je viens de la retester. Je suis pas encore super convaincu. Par exemple, il y a un truc qui, moi, me choque un petit peu. C'est qu'on peut pas voir la consommation électrique du modèle. C'est une première, même en thermique, je crois, sur les modèles récents, il me semble pas avoir eu de voiture qui ne donnait pas son niveau de consommation. Et comme l'autonomie peut chuter quand même très rapidement, on est en hiver, donc c'est relativement logique sur une technologie de batterie qui est censée être moins chère, mais qui peut-être résiste moins au froid. Donc ça, pour moi, c'est un peu les petites inquiétudes du moment. Vous retrouverez l'essai sur bfmbusiness.com d'ici quelques semaines. Surtout que c'est un modèle très important pour Citroën, mais aussi a fortiori pour Stellantis, car elle a quand même de nombreuses petites cousines dans le groupe. J'ai testé l'Opel Frontera et malheureusement il y avait un peu le même sentiment qu'après l'essai de cette IC3. Mais une petite consolation, c'est que la version hybride était finalement un peu plus on va dire rationnelle et me donnait cette consommation tant désirée en roulant. Donc après à voir. Et il y a la Fiat Grande Panda aussi qui va être sur cette même plateforme. Donc voilà, un énorme enjeu en fait, cette révolution électrique pour Citroën et Stellantis cette année. Et puis bien sûr, Justine, on a aussi un peu
un peu de Peugeot avec le i3008 qui est censé... Alors, est-ce qu'il refera le succès du 3008 en version thermique? Ça reste une des grandes interrogations 2025. Ouais, mais effectivement, c'est un modèle aussi très attendu pour Stellantis. Stellantis, pour qui l'année 2025 va être vraiment extrêmement importante, qui a quand même vu... Bon, ils ne sont pas au bord du gouffre, c'est pas Volkswagen, mais ça a été une année 2024 extrêmement compliquée. Il faut retrouver des volumes sur l'électrique notamment, mais pas que sur l'électrique. Voilà, donc évidemment, tous ces modèles, il va falloir qu'ils se vendent parce que voilà, quand on parle d'automobile, le volume, c'est quand même très, très, très important. Et ça, on va regarder ça, on va regarder ça de très près. On va en parler un petit peu plus tard dans cette émission avec notamment on attend toujours ces modèles à moins de 25 000 € en électrique. Julien, juste un tout petit point sur le premium. On a un petit peu parlé d'Alpine. Il y a aussi les marques allemandes qui essayent d'accélérer, de retrouver justement un peu d'aura face à Tesla, notamment côté technologie. Oui, complètement. Donc, il y a BMW qui est en plutôt bonne forme, on va dire, sur cette transition électrique. Un chiffre que moi j'ai trouvé assez marquant, c'est que l'an dernier, en fait, ils ont vendu plus de voitures électriques que le cumul Audi, Mercedes, les deux grands concurrents un peu du premium allemand. Et donc, ils s'apprêtent à sortir en plus leur modèle de nouvelle génération, on l'attend depuis longtemps. La Neue Klasse. Voilà, la plateforme avec ce joli nom allemand. Et donc, c'est pas encore confirmé, mais il n'y a plus aucun doute qu'a priori, ce sera le BMW iX3 qui reposera sur cette plateforme. Et là, c'est juste un choix a priori très logique puisque c'est un best-seller de BMW qui vient d'être lancé dans ses versions thermiques et hybrides là tout récemment et qui donc attend un peu cette nouvelle génération électrique. Et Mercedes quand même est toujours bien placé dans la course à l'électrique, à la nouvelle CLA qui inaugure aussi une nouvelle plateforme. C'est un peu l'année des révolutions électriques chez les constructeurs premium allemands. La plateforme MMA qui acceptera une technologie 800 volts. Donc ça, pour faire simple, ça améliorera les temps de recharge. Et il y a des progrès aussi attendus sur l'autonomie. Et je fais juste un petit parenthèse chauvinisme, le retour, parce qu'on a aussi DS au sein du groupe Stellantis dans le premium, donc concurrent a priori de BMW, Mercedes et Audi, qui va sortir la DS8. Qui a été présenté là en fin d'année. Et là aussi, beaucoup d'attentes sur une marque dont on doute un peu des fois du positionnement, avec des volumes qui sont pas non plus toujours au rendez-vous, mais c'est aussi une marque premium. Et donc à voir si sur cette DS8, qui a quand même la nouvelle identité de la marque, il y a quand même un retour des clients chez DS. Et sur l'électrique, BMW est quand même assez en avance. C'est vraiment la marque premium, la marque qui fonctionne au niveau de l'électrique, qui a pris le virage avant les autres. Donc on va regarder ça. Justine, justement, on le voit, c'est vraiment cette année, c'est plus que la demande, le soutien à la demande avec les bonus, puisque les bonus ils disparaissent à peu près dans tous les pays européens où ils se réduisent comme peau de chagrin, donc il ne faut plus compter dessus. Mais c'est vraiment l'offre qui doit faire la différence, parce que les constructeurs sont dans l'obligation de vendre un certain nombre de voitures électriques. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler cette réglementation qui s'est durcie cette année en 2025 ? On va parler des normes CAFE. C'est un mot qui fait peur dans le secteur automobile. Qui fait peur parce que depuis le 1er janvier, les constructeurs ils doivent respecter des nouveaux quotas d'émissions de CO2. Ils ne doivent pas émettre en moyenne, attention, accrochez-vous, 87,6 grammes de CO2 par kilomètre. Autrement dit, ils doivent vendre un peu plus de 20% de voitures électriques dans leur mix. S'ils ne respectent pas ces normes, ils s'exposent à des amendes qui sont conséquentes, 95 € par gramme de CO2 excédentaire et par voiture. D'après les calculs de la CEA, c'est le lobby des constructeurs automobiles européens, ils risquent, les constructeurs, jusqu'à 15 milliards d'euros d'amende sur la seule année 2025. C'est quand même extrêmement conséquent. Et les marques françaises dans tout cela, Renault, Peugeot, et même le groupe Stellantis, puisqu'on compte plutôt par groupe, est-ce que eux, ils vont réussir à tenir à ces normes ? Alors, aujourd'hui, la réponse, c'est clairement non, parce que si on regarde leur part de marché dans l'électrique en 2024, on est plutôt autour de 12% et il faut faire plus de 20%. Donc vous faites le calcul, on n'y est pas. Les normes CAFE, c'est vraiment le sujet, mais dont tous les constructeurs parlent, ils ne parlent que de ça, vous l'avez dit. Et les grandes manœuvres, elles ont commencé pour essayer d'être dans les clous, notamment chez Stellantis, qui avec Toyota, avec Ford, est entré en négociation avec Tesla
pour lui acheter des crédits carbone. Dans le jargon, on appelle ça des accords de pooling. On va beaucoup entendre ce mot en 2025. Stellantis aussi a commencé à baisser le prix de ses voitures électriques, évidemment, pour intéresser, pour séduire le consommateur. C'est quand même ça l'important. Quelques chiffres sur la i208, moins 6 000 €. C'est énorme, moins 6 000 €. C'est énorme, mais ce sont les chiffres que donne le constructeur tout à fait officiellement. Donc, on rappelle qu'il y a un contexte de baisse des aides, donc il y a aussi une baisse des prix qui doit aussi compenser. Voilà. Finalement, on compense le bonus là. Un bonus qui passe en gros de 4 000 à 2 000 €. Voilà, donc, en gros. Bien sûr. Voilà. Donc effectivement, sur la i3008, moins 3 250 €. Sur la Jeep Avenger, moins 6 000 € également. C'est vraiment très important. Le groupe va attendre la fin février, va faire ses calculs. On va voir comment se passent les ventes en janvier, en février pour prendre des décisions industrielles plus importantes. L'une d'entre elles, ça peut être de réduire tout simplement la production de voitures thermiques pour qu'en gros, il y ait moins de thermiques, plus électriques. Donc du coup, vous rentrez dans les clous des normes CAFE. Chez Renault, pas encore d'accord de pooling. On dit que c'est vraiment quelque chose de terrible à faire. Oui, Luca de Meo était très critique d'ailleurs sur ces accords. Absolument, très critique, parce que c'est vrai que certains disent ça équivaut à subventionner Tesla ou bien des voitures chinoises. On leur donne de l'argent. C'est un petit calcul qu'a fait Bercy et qui est assez intéressant. En gros, alors je vais y arriver, c'est un petit peu compliqué, mais on fait des maths là maintenant. Ouais, on fait des maths et c'est pas forcément mon fort. Mais Tesla pourrait bénéficier d'une manne d'1 milliard $ grâce à ces accords de pooling. 1 milliard par an. 1 milliard par an en 2025. Quand on sort la calculette, cela équivaut à subventionner chaque Tesla vendu en Europe à hauteur de 4 000 €. Un bonus. On retrouve le bonus, finalement. Un bonus payé par les constructeurs concurrents, c'est quand même assez beau. Et effectivement, c'est quelque chose que les constructeurs ne veulent pas. Mais on peut rappeler aussi que faire. Tesla tire des revenus de ces accords de pooling depuis quand même un certain temps. Un peu discret, peut-être sorti dans la presse économique de manière un peu confidentielle, mais c'est vrai que c'est ce qu'on suit quand même depuis plusieurs années, et c'est tout l'intérêt aussi de ces crédits carbone pour un constructeur qui est spécialisé uniquement dans les voitures 100% électriques. Et du coup, ça justifie totalement la dernière partie de cette émission qui est les voitures à 25 000 €, puisque ça, c'est un peu le Graal des constructeurs, c'est aussi, je pense, un peu le Graal des acheteurs de réussir à avoir des voitures qui soient quand même accessibles, puisque les prix ont fortement augmenté ces dernières années. Donc on espère les voir, ces véhicules, cette année. La première, Julien, Justine, c'est la R5, normalement, qui devrait arriver à ces tarifs-là. C'est ça, on va dire que voilà, coup de cœur sur la R5 en 2024, mais on va dire qu'il faut avoir très cher pour un petit portefeuille un petit peu bien rempli, si je peux me permettre, à partir de 33 500 € hors bonus. J'ai vérifié là il y a quelques jours sur le configurateur. Donc on le rappelle, la version avec la grosse batterie, 52 kWh, un moteur 150 chevaux, donc elle est assez dynamique, 410 km d'autonomie. Finalement, moi je trouve que c'est peut-être trop pour une R5 qui est assez compacte. On va a priori pas se lancer dans des traversées de la France, pourquoi pas. Mais on rassure les gens en même temps, même si on fait que du boulot dodo, on sait qu'on a une voiture. On sait que la batterie, c'est aujourd'hui une grosse part du prix de la voiture électrique, mais je pense que Renault assume. Puis il y a toujours cette tradition aussi de lancer les versions les plus haut de gamme en premier pour avoir plus de marge, et derrière, bien sûr, commercialiser des versions à plus grand volume. Surtout qu'il y a aussi ça en fond, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est que Renault finalement avait intérêt aussi à retarder ces versions moins chères de la R5 sur l'année 2025, comme tu l'as dit, les normes CAFE. Donc la R5 moins chère arrive au moment, j'ai envie de dire, où il faut vendre vraiment les ventes des voitures moins chères. Donc elles arrivent peu à peu. Là vient d'être lancée la commercialisation de la version avec batterie 40 kWh, moteur 120 chevaux, donc on baisse un peu les deux principaux critères. 310 km d'autonomie, ça reste assez raisonnable. On est, désolé, 28 000 € hors bonus, donc on peut se dire, on retire 2 000 € avec le bonus minimum en France. On arrive à 26 000, on s'approche à peu près de notre objectif 25 000, et celle-là, elle est attendue, a priori, pour cette année, plutôt fin d'année. L'autonomie urbaine, avec un moteur 95 chevaux, à partir de 25 000 €, cette fois-ci, c'est l'engagement de Renault. Voilà. Le seul doute, c'est qu'elle proposera que de la recharge lente. C'est un choix de Renault. L'autonomie, elle est faible. On peut se dire qu'a priori, ce sera des usages, je recharge à domicile ou au travail. Au travail, ça peut aller. Donc, ça fait peur à certaines personnes parce qu'il y a toujours ce côté de se dire c'est dommage parce que le jour où j'ai envie d'avoir une recharge rapide, ça va pas être possible. Mais on va voir ce que ça donne, et en tout cas, elle sera à moins de 25 000 €. Si je fais la liste des autres petits modèles qui vont arriver, on a la IC3 dont on a déjà parlé, on va avoir la Fiat Grande Panda aussi, 24 900 €. La Hyundai Inster, c'est pas très simple à dire, la petite citadine électrique, elle sera à partir de 25 000 €. Et puis bien sûr, chez BYD, la Seagull. La Seagull, ouais, c'est exactement. La mouette, en français, c'est la citadine de segment B de BYD qui arrive en Europe cet été et dont le prix, il sera en dessous de 20 000 €. C'est un peu l'arme de destruction massive de BYD, sa première arme de destruction massive, parce que
Sinon, les autres voitures de la marque sont... Oui, c'était des grandes berlines, c'était des gros SUV, c'était des voitures qui étaient finalement si peu chères que 45, 50 000 euros. Donc, on n'était pas dans le low cost, sans vouloir être péjoratif. Mais en dessous de 20 000 euros, c'est quand même assez fort, surtout qu'en Chine, elle se vend à 10 000 euros. Donc, évidemment, ce ne sera pas exactement la même voiture parce qu'il y a des questions de normes, on n'est pas sur les mêmes marchés, mais on peut se dire que le constructeur a quand même un petit peu de marge. Donc, il va falloir faire très attention à ça. C'est une concurrence qui risque de faire vraiment assez mal. Certes, BYD doit faire face à des droits de douane augmentés, plus 17%. On en parle régulièrement, mais les Français à côté ont moins de bonus, de 4 000 à 2 000 euros. On l'a dit, donc ça va être compliqué. On attend aussi, chez les constructeurs français, le leasing social, qui avait fait un tabac l'année dernière. Qui avait porté les ventes de Stellantis. Absolument, surtout. Qui avait fait à peu près 30 000 ventes, si je ne me trompe pas, rien que sur le leasing. Quand va-t-il arriver ? Va-t-il arriver ? À quelle hauteur ? C'est la grande inconnue. C'est ça aussi qu'on va regarder cette année. Il y a un nom qu'on n'a pas prononcé depuis le début de cette émission, ou presque, et pourtant c'est le premier constructeur européen, c'est Volkswagen. Et on va terminer cette émission en regardant un peu au-delà de 2025, en regardant peut-être 2026, 2027, ce qui va arriver. Volkswagen... Ils sont où, Justine, dans l'électrique ? Ils ont abandonné, ils vont avoir des modèles qui vont permettre de concurrencer justement cette petite Seagull dans les années à venir ? Va falloir attendre 2026 pour Volkswagen. Volkswagen, ils sont vraiment extrêmement en retard, c'est catastrophique. On attendait leur voiture, c'est catastrophique. Je m'emballe peut-être un petit peu, mais c'est quand même... pas très bien parti pour le moment. C'est pas très bien parti pour eux, on connaît leurs difficultés. La première voiture donc de Volkswagen à moins de 25 000 euros, elle arrive en 2026, c'est l'ID2. Alors comment est-ce qu'elle va s'appeler, ça Julien, oui, un petit peu plus... A priori, il renoncerait justement à cette dénomination ID qui n'a pas vraiment montré, on va dire, son succès marketing et donc commercial derrière. Et donc on repasserait peut-être à une appellation type Polo, qui a priori parle à tout le monde, la petite voiture chez Volkswagen, pratique, etc. Et où on aurait des versions peut-être thermiques qui cohabiteraient avec une version électrique. Je pense que c'est une tendance actuelle de vouloir peut-être un petit peu arrêter de se démarquer avec des noms qui font peur par excès de modernité et revenir finalement à une certaine rationalité. On retrouve des noms rassurants, en tout cas c'est la volonté affichée par Volkswagen. Mais elle a été présentée en 2023, cette voiture. Elle devait sortir en 2025, elle arrive en 2026, 2 ans après la R5, après la IC3. Est-ce que c'est pas trop tard ? C'est quand même la question qui se pose. Ça va être compliqué pour Volkswagen cette année. Ils vont devoir payer 1,5 milliard d'euros d'amende. Le chiffre est sorti il y a cette semaine. Donc ça va être effectivement très compliqué, avec en plus pas de modèle. Pas beaucoup de modèles. Il y a un moment où ils avaient travaillé avec Renault sur une base pour faire ce qui aurait pu être une version Volkswagen d'une Twingo électrique. Justement, la Twingo électrique, ça va être aussi normalement un game changer, un véhicule qui doit faire évoluer les choses pour 2026, Julien ? Oui, complètement. Le concept évolue. Là, on a découvert récemment son intérieur au salon de Bruxelles. Et puis, c'est vrai que c'est un modèle iconique un peu pour la marque française. Donc, on devrait la découvrir en version définitive fin d'année pour un lancement l'année prochaine. Et ça, ce sera vraiment la suite un peu de la Renaulution. Et puis, voilà, on attend vraiment la voiture pas chère. Alors, elle ne sera pas produite en France comme ses petites cousines de la gamme, justement, actuelle électrique. Mais ça, on va dire, c'est un peu le prérequis pour des petites voitures à gros volume et vendu donc à un prix intéressant où malheureusement l'industrie française n'est pas encore assez compétitive, mais l'industrie européenne heureusement est là, on va dire les pays avec un coût de main d'œuvre plus faible pour être clair, et permet toujours de bénéficier du bonus qui, on le rappelle, n'est plus possible pour les véhicules produits hors d'Europe. Ouais. On a parlé du coup de la Seagull, Justine. Il y a d'autres marques chinoises qui vont nous proposer justement des petits modèles abordables. Je pense à XPeng et puis MG, bien sûr, qu'on connaît beaucoup plutôt pour ces modèles compacts milieu de gamme. Oui, absolument. Les marques chinoises et puis MG aussi, qu'on attend très fort. Ce sont ces marques-là. De toute façon, on dit bien les 3 marques qu'il faut regarder vraiment, qui sont importantes. C'est BYD, c'est XPeng, c'est MG. Comment vont-ils arriver ? Attention aussi aux droits de douane, on sait qu'il y a des négociations. Ça va aussi être important pour la commercialisation de leurs voitures. Où vont-elles être produites ? On sait que les Chinois investissent de plus en plus dans les usines européennes. Tout ça, ça va être vraiment les sujets de 2025 et de 2026, évidemment. Et un petit mot pour finir,
on reparle de Tesla. À quand une petite Tesla? À quand une citadine Tesla, Julien? Alors pour moi, c'est plus vraiment à l'ordre du jour. On a une orientation 100% autonome qui a été affichée avec le Cybercab, donc à des années-lumière, si j'ose dire, d'une voiture de Tesla qui serait moins chère, ou des véhicules assez extrêmes comme le Cybercab. Donc pour moi, si le modèle Y restylé et la Model 3, ils continuent à porter les volumes de Tesla, on a plutôt un retour du projet Model 2, parce qu'il n'est pas officiel, l'année prochaine, ou cette année, ce serait plutôt pour soutenir le cours de bourse. Et puis on voit ces derniers temps qu'Elon Musk a une personnalité pour le moins instable, et ça, à voir aussi cette année, si ça aura des conséquences négatives sur les ventes de Tesla. A priori, pour l'instant, ça ne jouerait pas beaucoup en défaveur du constructeur américain. Oui, et puis il y a quand même quelque chose à regarder aussi, c'est que Donald Trump, même s'il est lié à Elon Musk, il va quand même tout arrêter sur l'électrique aux États-Unis, plus de bonus, plus d'incitations. Aussi, bien sûr. Pour doper les ventes de Tesla, c'est quand même pas idéal. 2025, année électrique, on va suivre tout ça bien sûr dans En route pour demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Justine Vassogne, sur ce plateau. Julien Bonnet, merci. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Eh bien, on se retrouve tous les samedis, 18h30 sur BFM Business, et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.